Salut à tous, c'est Antizae pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous présente Ember Sword, mon tout dernier coup de cœur Play and Earn. Pour ceux qui connaissent, ça ressemble pas mal à Albion Online, c'est un MMORPG sandbox où il n'y a pas de classe, où vous pouvez faire du PVP, du PVE et qui a également une grosse dimension économique. Et puisqu'on est dans les jeux crypto, il y a également des landes. Par ailleurs, le jeu sera un free-to-play avec un système d'abonnement optionnel, mais pas de panique, c'est pas un abonnement qui va apporter des avantages type pay-to-win, ça va être plus du confort de jeu, par exemple avec des slots supplémentaires en banque, vous pouvez aussi avoir des titres après votre pseudo, vous allez aussi avoir dans l'abonnement des cosmétiques, enfin voilà, c'est pas un abonnement qui va vous donner un avantage en jeu, c'est plus du confort de jeu et des petits trucs sympathiques. Au niveau de la tech, actuellement c'est sur la blockchain Polygon, mais d'ici la sortie du jeu, ça va basculer sur Immutable X, qui est un layer 2 de la blockchain Ethereum. L'avantage d'Immutable X, c'est qu'il n'y a pas de frais de gaz et que c'est une blockchain qui a été pensée pour les NFT et pour le gaming. Ensuite, toujours au niveau de la tech, ça va être un jeu qui sera sur PC en application de bureau, mais également qui sera accessible par navigateur et par la suite qui sera accessible sur mobile. Et évidemment avec du crossplay, donc les joueurs mobiles pourront jouer avec les joueurs PC. Toujours au niveau de la tech, on peut également noter qu'il y aura plusieurs serveurs de jeu selon les régions, mais qu'il n'y aura qu'une seule map en fait. Vu qu'il va y avoir un système de land et que les joueurs vont modifier l'environnement du jeu au travers de leur land, eh bien la map, l'univers sera le même pour tous les serveurs et un joueur pourra à sa guise passer d'une région à une autre. Par exemple, si vous avez des amis, je sais pas moi, américains et que vous voulez jouer avec eux le temps d'une soirée, ça sera tout à fait possible et vous conserverez votre progression. Donc voilà, ça c'était la petite présentation rapide, et maintenant je lance l'intro et on passe dans le vif du sujet. Alors j'ai envie de commencer cette présentation en vous parlant des items qu'il y aura dans Ember Sword. Donc vous allez avoir deux catégories d'items, les items collectables, les collectibles et les lands qui seront des NFT, et les items que je vais appeler le stuff, le gear, qui seront des items internes au jeu et qui ne seront pas des NFT. Pour faire simple, les items qui ne servent à rien et les items qui vont modifier les statistiques et les capacités de votre perso. Donc pour revenir à la première catégorie, les NFT, vous allez avoir, comme je vous ai dit, les lands et également ce qu'ils appellent les collectibles. Donc dans ces collectibles, vous allez avoir des skins pour vos armures, pour vos armes. Vous allez aussi avoir des montures et des pets, et il y aura également du breeding sur les montures et les pets. Il y aura sans doute d'autres types de collectibles, pour l'instant on ne sait pas trop. Ces collectibles auront une supply limitée, et vous pourrez les gagner in-game en faisant du PVP ou du PVE, et parfois ils seront achetables avec le token Ember. Donc le token Ember, je vous en parle un peu après également. Et autre point que je trouve très sympa, c'est qu'il y aura un système d'histoire, enfin d'historique des items collectibles, vu qu'ils sont numérotés et donc identifiables. Par exemple, si jamais vous avez un skin d'épée que vous avez équipé et qu'avec ce skin d'épée vous allez faire un world first sur un boss, eh bien ça sera écrit dans la légende de votre épée en mode tel joueur a utilisé cette épée pour terrasser tel boss en premier. Enfin voilà, donc ça sera très sympa, il y aura tout un système de légende sur les items et du coup ça va être cool, ça fait vivre le jeu je trouve. Donc ça c'était les items NFT. Ensuite vous avez les items du coup non NFT, donc en gros tout ce qui a des stats ou plus simplement tout ce qui a une réelle utilité in-game. Donc je sais pas, par exemple les consommables, les armures, les armes, enfin voilà, je sais pas, ça peut être tout un tas de choses, mais tout ce qui est réellement utile au jeu. Ensuite, du coup, pour aller avec ces deux types d'items, eh bien, il va y avoir deux monnaies. Donc, vous avez une monnaie ERC20, donc un token, une crypto-monnaie. C'est le token Ember. Ce token Ember, il sera utile pour, du coup, tout ce qui est achat, revente de NFT. Donc, ça sera utilisé sur la marketplace NFT. C'est aussi avec ce token que vous allez pouvoir acheter votre abonnement. Et vous pourrez également acheter certains cosmétiques, parfois, avec vos Ember. Donc voilà, ça c'est une crypto, et ensuite vous avez une autre monnaie qui n'est pas une crypto, qui est interne au jeu. On n'a pas de nom pour l'instant, mais on va appeler ça les gold. En gros, avec ces gold, eh bien ça sera pour tout le reste. Donc par exemple, acheter des items au marchand in-game, ou acheter et vendre du stuff à l'hôtel des ventes, enfin voilà, ce genre de choses. Donc en gros, tout ce que vous ne pouvez pas acheter avec des Ember, ça se passera avec des gold.
Donc ça, ces deux types d'items et ces deux monnaies, en fait, ça vient d'une volonté assez simple et assez smart, c'est de faire un jeu qui n'est pas un pay to win. Donc vous avez la monnaie interne du jeu pour tous les items qui apportent des avantages de jeu, et puis vous avez le token, la vraie monnaie, où vous pouvez spéculer, etc., mais qui ne vous apportera aucun avantage in-game, ça sera purement cosmétique, ou du confort de jeu avec l'abonnement, etc., mais il n'y aura pas d'avantage in-game, et du coup, ce n'est pas un token qui va rendre le jeu pay to win. Donc voilà, dernier point sur les items, il y a également ce qu'ils appellent un artist workshop. Donc c'est la possibilité pour les membres de la communauté de créer des items collectables, donc de créer des NFT. Et du coup, les artistes qui vont créer ces collectables les soumettent au vote. Les joueurs donc vont voter pour les items qu'ils préfèrent, et les items qui ont le plus de votes seront ajoutés au jeu et donc seront obtenables. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais tous les collectibles seront obtenables un mois, et puis il y aura ensuite un roulement. Donc tous les mois, les collectibles vont changer, et c'est ce qui fait que ça va créer de la rareté, et c'est aussi ce qui fait que la marketplace a une utilité, parce que du coup, si vous avez chopé un item, on va dire il y a 2 mois, il n'est plus obtenable en jeu, et si vous le voulez, il faudra passer par la marketplace. Donc là, avec cet artist workshop, les items qui ont reçu le plus de votes sont ajoutés en jeu, on peut les obtenir pendant un mois, et ensuite, quand ces items sont revendus sur la marketplace, eh bien l'artiste va toucher des royalties pour chaque vente. Donc voilà, ça c'était les items. Maintenant, petit point rapide sur le lore du jeu. Alors au niveau du lore, ça se passe sur la lune de Tanabus. Il y a 4 nations, Solarwood, Duskeron, Sevrend et Ediso. Donc Solarwood, c'est la forêt, c'est un peuple qui va rechercher les savoirs anciens perdus. Enfin voilà, c'est un peu le peuple des érudits. Ensuite, vous avez Duskeron, c'est le désert, c'est assez impitoyable. Vous avez les marchands et les scavengers qui se tapent sur la gueule toute la journée au travers d'automates contrôlés à distance et de bêtes du coup contrôlées également à distance. Donc c'est un beau carnage en mode Mad Max. Ensuite, vous avez Sevrund, donc ça, c'est la jungle, vous avez des créatures aliens et une faune qui veut vous bouffer. Donc avec Duskeron, c'est vraiment the place to be. Et ensuite, vous avez Ediso, c'est une toundra glaciale et c'est également le siège de pouvoir de la République. Donc le joueur doit choisir sa nation et ça aura une importance in-game car chaque région aura des ressources endémiques, ce qui donnera lieu à du commerce et des interactions entre les factions. Donc voilà, ça c'était le petit point rapide sur le lore Histoire 2 et maintenant je vais passer au gameplay. Donc au niveau du gameplay, il va y avoir 3 aspects centraux, donc le PVP, le PVE et l'économie. Ensuite, il va y avoir également 3 types de régions pour chaque nation. Donc je vous le rappelle, 4 nations et 3 types de régions pour chaque nation. Dans ces 3 types de régions, vous avez les régions Outlaw. Donc ce sont les régions intermédiaires entre 2 nations, ce sont les régions les plus dangereuses. Si vous mourrez dans ces régions, il y a perte d'équipement, donc vous perdez tout votre stuff, sauf les collectibles. En gros, vous perdez votre gear, quoi, mais vous perdez pas vos skins, vous perdez pas vos montures, enfin tous vos NFT vous les gardez, et ce qui n'est pas NFT est perdu. Donc ça, faut faire gaffe quand on y va. Ça me fait vachement penser à Albion Online, où vous avez justement ce système de région où tous les joueurs peuvent se taper sur la gueule, et quand vous butez quelqu'un, eh bien il perd son stuff, le stuff tombe au sol, et le plus rapide peut le ramasser. Donc évidemment, c'est dans ces régions que vous allez choper les ressources et les mobs les plus rares. Et comme je vous ai dit, ça sera à la frontière entre 2 nations. Donc les marchands qui voudront faire du commerce interfaction avec les caravanes, eh bien ils auront intérêt d'être bien escortés parce que les caravanes, ça peut porter beaucoup de charges, mais c'est très lent. Et comme les régions Outlaw sont entre 2 nations, si vous voulez passer d'une nation à une autre, vous êtes obligé de les traverser. Ensuite, vous avez les régions Wilderness, donc il n'y a pas de perte de stuff quand vous mourrez. Vous avez également des ressources et des mobs rares, mais forcément un peu moins rares que dans Outlaw. Vous avez par contre des world boss à vaincre qui donnent du stuff du coup, et vous aurez également des PNJ et des quêtes. Et enfin, vous avez les régions Kingship, ce sont des régions 100% PVE, vous avez quelques ressources, vous avez également des PNJ, des quêtes, des world boss, et c'est également là que l'on va trouver les villes. Et les villes sont possédées par les joueurs.
Donc en gros, toute la région Kingship, ça va être des lands possédées et contrôlées par les joueurs. En tout, il va y avoir 160 000 lands, 40 000 lands pour chaque nation, et en fait les joueurs sur leur land peuvent construire des choses, et du coup ça va donner une map qui est évolutive au gré des envies des propriétaires. Alors je vais revenir un petit coup sur les marchands. Vous avez la possibilité du coup d'avoir une caravane et de convoyer des ressources entre les factions. Tout à l'heure je vous ai dit qu'il y a des ressources endémiques pour chaque région, donc si jamais une faction veut des ressources d'une autre faction, il va falloir l'intervention des marchands. Donc il y a ces ressources endémiques et il y a aussi des hôtels des ventes en jeu, mais ce ne sont pas des hôtels des ventes comme World of Warcraft où toutes les ressources sont communes à tous les hôtels des ventes. Par exemple dans World of Warcraft, si un item en vente à Orgrimmar, eh bien vous le retrouvez aussi en vente à Fossoyeuse, tout est relié. Là, de ce que j'ai compris, ça sera des hôtels des ventes comme dans Albion Online, c'est-à-dire que chaque hôtel des ventes a ses propres items en vente. Donc c'est là qu'on retrouve toute l'importance des marchands, c'est que du coup il va bien falloir qu'il y ait des joueurs qui fassent la navette entre les différents hôtels des ventes, entre les différentes villes et entre les différentes nations pour alimenter les hôtels des ventes et aussi du coup pour faire de l'arbitrage avec les ressources, etc. Et c'est comme ça du coup aussi que certains joueurs se mettront très bien. Mais du coup comme je vous ai dit, pour passer d'une nation à une autre, il faut traverser les territoires outlaw et là vous pouvez être sûr que vous allez tomber sur un paquet d'embuscades et c'est pour ça qu'il faudra aussi que vous soyez escorté quand vous faites des convois entre différentes nations. Donc ça me permet aussi du coup de parler du prochain point, c'est bien évidemment la présence des guildes, que ce soit pour le PVP, le PVE ou l'aspect économique avec par exemple l'achat de territoires en guilde ou bien même du coup le convoyage de ressources d'une nation à une autre. Alors maintenant toujours dans le gameplay, je vais vous parler de votre personnage. Donc dans Ember Sword, il n'y a pas de classe, c'est votre stuff qui va vous donner vos capacités et vos statistiques. Donc au niveau des armes, vous allez avoir 3 types d'armes principaux, les armes de mêlée, les armes à distance et les armes qui utilisent de l'énergie. Donc l'énergie c'est ce qu'on peut assimiler à la magie si vous voulez. Et du coup plus on va utiliser un type d'arme, plus on va devenir efficace avec ce type. Donc vous avez mêlée, distance, énergie, évidemment vous avez plusieurs déclinaisons de chaque type, vous n'avez pas juste 3 armes dans le jeu. Et après aussi du coup ce qui est sympa c'est que vous pouvez faire des changements stratégiques en plein combat, par exemple commencer à l'arc et finir à l'épée. Avec ces 3 types d'armes, vous avez aussi 3 types d'armure, donc armure lourde, armure moyenne et armure légère. Donc ça pareil, il y a plein de déclinaisons possibles. Chaque type d'armure donne des bonus spécifiques et vous avez la possibilité de faire des mixtes. Par exemple, avoir des chaussures légères, une tête lourde, un torse léger. Donc voilà, vous pouvez mixer les types d'armure pour correspondre le plus possible à vos besoins. Donc tout ça, ce sont des skills, et en plus des skills de combat, vous allez avoir des skills économiques. Pour l'instant, il y a 16 skills de prévus, mais il y en aura sûrement d'autres qui s'ajouteront. Donc on a pour le moment le mining, le bûcheronnage, la pêche, le dépeçage, la récolte, la fonderie, le travail du cuir, le tissage, le travail du bois, la création d'armures, la création de bijoux, la création d'armes, la cuisine, et ensuite l'utilisation d'armes de mêlée, l'utilisation d'armes à distance et l'utilisation d'armes énergétiques. Donc voilà, ça nous fait nos 16 skills et apparemment pour les armures, il n'y aura pas besoin de skills. Voilà, ça c'était le gameplay et maintenant je vais vous parler des lands. Donc comme je vous ai dit, il va y avoir 160 000 lands, chaque land est un NFT et il va y avoir 40 000 lands par nation. Il y a déjà eu la première vente des lands, c'était uniquement des lands de la nation Solarwood. Il y a à peu près 15 000 lands qui ont été vendus et le reste sera mis en vente plus tard. Pour les autres nations, ça se fera progressivement nation par nation et ensuite vous avez pour chaque nation 4 types de lands. Donc vous avez les regular plots, les settlement plots, les town plots et les city plots. Donc vos lands, à quoi elles vont servir? Déjà il faut savoir une chose, c'est que 50% des fees de la marketplace seront redistribuées aux possesseurs de terrain. Et 50% des fees de la marketplace, ça fait 3,5%, vu qu'on est sur du 7% de fees dans Ember Sword. Ensuite, sur cette distribution des fees, il y a un truc qui est assez intéressant, c'est qu'il y a un système de proximité, de géographie qui est implémenté. Donc je m'explique. Sur ces 3,5% de fees qui vont aux possesseurs de land, vous avez 30%
qui sont répartis à tous les détenteurs. Et ensuite, vous avez 70% des revenus de ces 3,5% qui sont répartis aux détenteurs des landes les plus à proximité de l'endroit d'où a été générée la vente. Alors, je m'explique, il y a 2 cas de figure. Vous avez des hôtels des ventes dans les villes. Donc, dans ces hôtels des ventes, vous pouvez vendre du stuff avec des gold, mais également des NFT avec des Ember. Et bien du coup, quand une vente sera effectuée dans un hôtel des ventes, les terrains les plus proches de l'hôtel des ventes récupéreront 70% des 3,5% des fees destinés aux détenteurs de land. Alors je sais pas si j'ai été très clair, mais bon, j'ai essayé d'être le plus clair possible. Et deuxième cas de figure, admettons que l'item a été looté quelque part sur la map, et bien ce sont les terrains les plus proches de l'endroit où il a été looté qui récupéreront les 70% des 3,5% de fees. Bon voilà, j'ai développé, je suis pas sûr que c'était nécessaire. Moi j'aime bien ce genre de détails, mais des fois je me dis que je m'emballe un peu trop et que je devrais pas développer autant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc voilà, toujours sur les revenus des lands, chaque type de land n'a pas le même poids. Par exemple, un regular plot a un poids de 1 et un settlement a un poids de 10. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que concrètement, quand il y aura la distribution de revenus, eh bien le settlement aura 10 parts et le regular plot aura une part. Donc en gros, ça fait regular 1, settlement 10, tonne 50 et city 125. Pour faire simple, un regular va avoir un poids de 1, donc une part, et une city va avoir un poids de 125, donc 125 parts. Ensuite, les détenteurs de terrain auront des titres, donc si vous avez un regular plot, vous serez un sir ou une lady. Si vous avez un settlement plot, vous serez un baron ou une baronesse. Si vous avez un village, vous serez un earl ou une countess. Et si vous avez une city, vous serez un duc ou une duchesse. Donc ça, c'est cool, ça permet de se distinguer de ces foutus paysans. Ensuite, sur vos landes, vous pouvez construire du coup des bâtiments qui vont également générer des revenus. Alors je sais pas par contre si c'est des revenus in-game, genre par exemple si vous construisez, j'en sais rien, j'ai une connerie, une forge, et que le joueur utilise la forge, du coup j'imagine que ça coûtera des gold, donc j'imagine que ça ne générera pas que des revenus tokens, mais que ça générera également des revenus in-game. Et dernier point, vous avez la possibilité de mettre en location vos lands. Donc maintenant, on va parler du modèle économique et de la tokenomics du token Ember. Alors, le modèle économique, c'est un free-to-play avec abonnement optionnel. L'abonnement n'est aucunement primordial, ça va vous apporter du confort de jeu et des trucs un peu fancy comme des titres, des skins, ce genre de trucs. Mais en aucun cas, l'abonnement ne donne d'avantage en combat, ça vous donnera pas des stats boostés, ça vous donnera pas des épées de la mort qui tue, c'est optionnel. Cet abonnement, il est payable avec le token Ember. Ensuite, toujours sur le modèle économique, il y a également 7% de fees sur la marketplace NFT, mais 3,5% vont pour les détenteurs de land. Donc en réalité, le jeu récupère 3,5% de commission. Il y a aussi comme source de revenus pour le jeu certains collectibles qui seront vendus directement en Ember. Mais je rappelle que la plupart de ces collectibles seront gagnables en jeu via le PvE et le PvP. Donc ça, c'est le modèle économique. En soi, c'est un modèle assez classique de MMO qui a déjà fait ses preuves. Le système d'abonnement, ça se fait beaucoup dans les MMO. Et avec ce système classique, eh bien, on ajoute une nouvelle dimension, une dimension crypto. Après, ça reste un ajout qui est quand même mesuré parce que c'est uniquement sur les collectibles. Et du coup, ça évite de tomber dans un modèle de pay to win avec une tokenomics qui serait mal gérée et des abus de la part de spéculateurs. Bon voilà, ça c'était le modèle économique. Maintenant, pour la tokenomics du token Ember, eh bien, pour être honnête, on n'a pas vraiment d'infos. Donc ce qu'on sait, c'est que c'est un token ERC20, qu'il y aura une supply limitée, que ça permettra de payer du coup vos NFT sur la marketplace et in-game dans les différents hôtels des ventes. Ce token permettra d'acheter uniquement du coup les collectibles, les lands et les abonnements, et ce sera également le token de distribution des revenus des lands, donc les joueurs qui ont des lands, les 3,5% de fees de la marketplace qu'ils recevront, ce sera en token Ember. Ensuite, pour tout ce qui est supply, les différentes allocations et le vesting, pour l'instant on n'a pas d'infos, c'est un peu chiant mais c'est pas si dérangeant que ça. Déjà on a le temps avant que le jeu sorte, et ensuite au vu de l'utilité du token, c'est pas grave si on n'a pas tout de suite des infos. Ce token
du coup ne pourra pas être échangé contre des gold, donc la monnaie interne au jeu. Alors je dis des gold, mais en réalité on sait pas c'est quoi le nom, mais voilà, la monnaie interne au jeu qui permet du coup d'interagir avec les PNJ, d'acheter du stuff, etc., ne pourra pas être convertie contre des Ember. Et du coup, je vais vous parler des gold, donc la soft currency du jeu, la monnaie interne. On n'a pas non plus beaucoup d'infos, mais ça de toute façon, j'imagine que ça sera comme toutes les monnaies internes des jeux, à savoir une supply illimitée, et que ça sera utilisable auprès de PNJ, dans l'hôtel des ventes, voilà, ce genre de truc quoi. En gros, tout ce que vous ne pouvez pas faire avec les tokens Ember, vous le ferez avec les gold. Donc tout ce qui est achat d'items qui ne sont pas des NFT, ça se passera avec les gold. Et dernier petit point, je vous ai dit qu'il y aurait des hôtels des ventes, il y aura également des fenêtres d'échange entre les joueurs, et apparemment dans ces fenêtres d'échange, on pourra également échanger des NFT. Voilà, ça c'était le modèle économique et la tokenomics, et maintenant on va parler un petit peu de la team. Alors la team, je vais faire un point très rapide dessus parce que j'ai remarqué que c'est pas ce qui attire le plus de monde dans les vidéos. C'est pas parce que j'en parle pas des masses en vidéo que je regarde pas. Évidemment, j'ai regardé la team. Donc c'est une team qui est très expérimentée, qui a plusieurs années d'expérience du coup dans les jeux vidéo, etc. Mais c'est surtout les advisors qui m'ont hypé parce qu'ils nous ont sorti une sorte de triade Dream Team. Donc on a Rob Prado, il a été chef creative officer chez Blizzard pendant, on va dire, la période de gloire du studio. C'était avant qu'il y ait la descente aux enfers, Activision, tout ça. Il a taffé du coup sur StarCraft 2, sur WoW et sur sans doute d'autres jeux. On a également Denis Fong, plus connu sous le nom de Thresh. Pour faire simple, Denis Fong, c'est, on va dire, le premier joueur professionnel de l'histoire du jeu vidéo. Donc le premier joueur qui a été payé beaucoup pour soulever des darons et pour la publicité, etc. Et ensuite, on a Jens Ilgrace, qui est le fondateur et l'ancien CEO d'ESL. Donc ESL, c'est une énorme organisation d'e-sport, et apparemment, je savais pas, mais elle a été revendue pour 1 milliard de dollars en 2022. Donc c'est très récent. Et du coup, pourquoi je vous parle des advisors, c'est qu'avec Denis et Jens, j'ai l'impression que ça laisse transparaître une envie du studio de faire un jeu très compétitif, parce qu'on a quand même le premier joueur pro de l'histoire et le fondateur d'ESL qui sont advisors sur le projet. Donc voilà, à mon avis, ils nous préparent du sale en backstage, mais bon, on va pas trop s'enflammer. Donc voilà, ça c'était le point très rapide sur la team, j'ai pas envie de m'éterniser dessus. Et maintenant, petit point sur la roadmap. Alors c'était pas du tout prévu au moment où j'ai fait la vidéo, mais il s'avère qu'à partir du 1er juin, il va y avoir un tournoi qui va durer 1 mois. C'est un tournoi où vous allez avoir différentes tâches à réaliser, et au cours de ce tournoi, vous allez avoir la possibilité de gagner 20 landes. Bon, par contre, je sais pas encore c'est quoi les tâches, pour le moment, on n'a pas d'infos dessus. Il y a un article Medium qui a été fait sur ce concours, je vous le mets dans la description, mais en gros, à partir du 1er juin, il y a un site qui sera mis en ligne, et pour l'instant, on n'a pas l'URL, donc il va falloir suivre les réseaux, et à partir du 1er juin, du coup, on pourra voir ce qu'il faut faire pour participer au tournoi, et ainsi gagner 20 landes. Ensuite, le jeu est en développement depuis 2018, donc c'est un vrai jeu. La pré-alpha du jeu devrait être bientôt dispo pour quelques chanceux, donc c'est pas pour tout le monde, va falloir être encore patient. Il va y avoir plusieurs étapes. À chaque étape, il va y avoir une nouvelle nation qui sera disponible. La première, ça va être Solarwood, et puis après, petit à petit, les 4 nations vont finir par être disponibles. Au niveau de la sortie, alors pareil, on n'a pas trop d'infos pour l'instant, mais apparemment ça parle de 2023-2024, donc oui, ça prend du temps, mais il faut du temps pour faire un bon jeu. On n'est pas dans les grosses merdes de click-to-earn qui nous pondent un truc en 2 mois, donc voilà, là il y a un vrai projet, une team qui essaie de faire les choses bien, donc il faut leur laisser le temps de faire. Au niveau de la token sale du token Ember, on n'a pas d'infos. Par contre, il existe des badges, donc ce sont des NFT qui sont achetables sur OpenSea. En fait, ces badges vont servir à 3 choses: avoir l'accès anticipé au jeu, avoir un titre in-game pour flex, mais également avoir un airdrop de token Ember. Donc, je vous mets le lien de la collection dans la description, je vous mets aussi le lien de la collection des landes Solarwood. Par contre, je vous rappelle, pas toutes les landes ont été vendues, donc ils vont en remettre en vente, donc peut-être que c'est mieux d'attendre pour les landes de Solarwood, plutôt que de se jeter sur OpenSea. Enfin voilà, vous faites comme vous voulez, c'est votre thune. Voilà, donc ça c'était la roadmap, on n'a pas trop d'infos, mais bon, c'est pas grave, il va falloir attendre. Le jeu n'est pas encore prêt, même si on a déjà de très belles images, donc voilà, wait and see. Et maintenant je vous fais ma conclusion et je vous donne mon avis sur le projet.
Alors personnellement, c'est un jeu qui me hype beaucoup, c'est mon dernier coup de cœur. Ça faisait un moment que je l'avais dans mon viseur, mais j'avais pas encore regardé parce qu'il n'y avait pas de white paper et que ça me faisait chier d'éplucher un jeu sans white paper. Au final, c'est pas si dérangeant que ça parce que vous avez pas mal d'infos sur le site, sur le Medium et dans les nombreux podcasts de leur chaîne YouTube. Voilà, personnellement, j'aime bien quand il y a un white paper. Après, en faisant mes recherches, j'ai compris du coup que ça venait du fait que on est plus sur un jeu classique qui utilise la blockchain et les NFT que sur un jeu de nouvelle génération, les jeux crypto, par exemple à la Illuvium, à la CTA, à la Aurori. Voilà, là c'est plus un hybride entre un jeu classique et un jeu on-chain. Personnellement, je trouve ça très bien. D'ailleurs, je trouve que c'est une des utilisations des cryptos et des NFT qui a le plus de chances de se pérenniser dans l'avenir du jeu vidéo. Parce que du coup, c'est une utilisation des cryptos et des NFT qui est secondaire. Vous avez uniquement les collectibles, les skins, etc., les montures, les lands qui sont des NFT. Mais tous les items vraiment essentiels au gameplay sont internes. Et pareil pour l'économie de ces items, ça reste une économie interne. Je dis pas que de tout faire en crypto c'est pas bien, je dis juste que ce choix de faire un hybride est très smart et très safe, surtout pour un MMO. Un MMO c'est sûrement le type de jeu le plus complexe à réaliser. En soi, réaliser un MMO c'est déjà un exploit. Ensuite, en faire un jeu 100% crypto, ça serait très compliqué. Genre de faire une économie interne crypto avec tous les items qui sont des NFT, je dis pas que c'est impossible, par contre ça serait un challenge colossal et je sais pas si actuellement il y a beaucoup de projets qui sont prêts à se lancer là-dedans parce que si c'est mal dosé, ça peut très vite devenir un pay to win et quand bien même ça serait bien dosé, faut prendre en considération les acteurs extérieurs, donc les joueurs et les spéculateurs qui risquent du coup de rendre le jeu inaccessible pour les joueurs avec de petits budgets. Donc voilà, faire un MMO 100% crypto, personnellement le jour où ça sort je suis le premier à tester, mais il va falloir un studio qui a les reins très solides, et du coup je comprends tout à fait le choix d'Ember Sword de se diriger vers un modèle hybride avec une économie interne classique et tout ce qui est collectible, enfin skin, monture, terrain, etc. sur la blockchain. Et également au niveau des joueurs classiques, actuellement les NFT ça n'a pas une réputation top, c'est très mal vu par beaucoup de joueurs classiques qui ne voient dans les NFT qu'un nouveau moyen de leur soustraire des fortunes. Alors, quand on voit les grosses bouses qui sont sorties dernièrement, ils ont pas tort. Mais du coup, ce genre de projet un peu hybride, je pense que c'est un bon moyen d'amener les joueurs classiques vers des jeux qui utilisent la crypto-monnaie et la blockchain et de leur faire comprendre que bah non, les NFT, ok, tu peux avoir des grosses merdes avec, mais si c'est bien utilisé, si c'est utilisé de façon intelligente, bah c'est juste un moyen de te rendre propriétaire de tes assets. Donc là, d'être propriétaire de tes skins, de tes montures, de tes lands, etc. Une fois que la masse aura compris ça, il y aura de moins en moins de personnes qui sont, je pense, réfractaires à l'utilisation des NFT dans les jeux. Mais encore une fois, ça doit venir des studios, il faut qu'ils fassent les choses intelligemment, et il faut pas évidemment abuser et profiter des NFT pour mettre des quenelles à tout le monde. Donc voilà, au niveau du Ember, comme pour les NFT, c'est une utilisation uniquement pour les collectibles et les trucs qui ne sont pas essentiels in-game. Au niveau de la tokenomics, pour l'instant, on sait presque rien, mais je trouve pas ça spécialement gênant, puisque comme je l'ai dit, ça ne servira que pour les collectibles, etc. Et de toute façon, le jeu n'est pas encore prêt, donc à mon avis, ils vont nous sortir tout ça, toutes les infos sur la tokenomics, mais pour l'instant, c'est pas leur priorité. Pour le white paper, il y en a pas, c'est un peu casse-couille, mais c'est pas trop grave, puisqu'il y a le site web, le Medium et les podcasts YouTube où il y a un paquet d'infos. Et puis voilà, on a fait le tour d'Ember Sword. Personnellement, j'ai beaucoup d'attentes sur ce jeu. Comme je vous l'ai dit, je me répète, mais c'est mon dernier coup de cœur. Je le mets avec Illuvium, CTA et Aurori. J'espère qu'il va pas nous décevoir. Pour l'instant, franchement, ça a l'air hyper quali. Va falloir être un peu patient parce qu'on en a encore pour, à mon avis, 2 ans de développement. Mais je serai là, on verra ce que ça va donner. Donc voilà, comme d'hab, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux, Discord et Twitter. Le Discord, je suis en train de le développer petit à petit, donc ramenez-vous. On n'est pas beaucoup encore, mais ça se remplit doucement, c'est sympathique. Le Twitter, je partage pas mal d'informations sur les projets que je suis. Donc si vous voulez des petites mises à jour, etc., ça se passe sur Twitter. C'est tout pour Ember Sword, c'est tout pour moi. C'était Antizae, je vous dis à la prochaine, ciao.